You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen, yeah. Be my, be my, be my little rock and roll queen. You are the sun, you are the only one. You are so cool, you are so rock and roll. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen. You are the sun, you are the only one. You are so cool, you are so rock and roll. Be my, be my rock and roll queen. En 2024, Emmanuel Macron a annoncé le réarmement démographique. Pour cause, une chute de la natalité en France, de 14,8 pour 1000 habitants à 9,8 entre 1982 et 2024, et une perte de 2 points entre 2022 et 2025. Problème auparavant stéréotypé des pays asiatiques, avec comme exemple phare le Japon, qui investit dans la robotique comme force de salut, ou la Chine, qui se mord les doigts après sa politique de l'enfant unique, dominée par les naissances masculines. Force est de constater que le problème est revenu dans l'Hexagone. Jusqu'à très récemment un point d'orgueil de la situation française dans le monde et notamment en Europe, celle-ci a attiré l'intérêt des politiques. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force, sans doute la singularité en Europe, quand on se comparait aux voisins. Et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors il y
Mais la situation de ceux qui suivent est depuis longtemps un débat dans la population française. Du problème des retraites, au renoncement par certains à la conception pour des raisons écologiques, politiques ou économiques. Ou au contraire, une injonction à celle-ci pour ces mêmes sujets, notamment pour continuer à pérenniser le système de retraite ou pour des raisons identitaires. Et si le destin de ceux qui suivent n'était pas plus encore que jamais au cœur des préoccupations des êtres humains, et si son absence n'était pas un aveu de profonde déconnexion ou de mal-être? Et si le destin de ceux qui suivent n'était pas plus encore que jamais au cœur des débats, intrigues et défis à relever de l'être humain, du citoyen, de la société française et du monde? Et si le destin de ceux qui suivent n'était pas plus encore que jamais au cœur des problèmes de nos esprits, de notre entourage, de notre pays, et la cible de manipulation politique afin de compléter un agenda personnel ou idéologique? Pour ceux qui suivent est une des maximes du personnage Gustave de Clair-Obscur, Expédition 33. Maxime qui va accompagner chacune de ses décisions, bonnes ou mauvaises, autour de son aventure. À partir de ce jeu vidéo et de la figure du personnage, j'aimerais vous inviter à réfléchir avec moi à l'importance de la réflexion, qui a pour but de préparer le monde pour nos prochains. Comment celle-ci a permis de grandes réussites et comment son absence nous nuit et finira par nuire à notre entourage, pour enfin se poser la question de la justesse et de l'intérêt de mener ce combat à tous les niveaux. Cette vidéo se déroulera en 4 parties. Le prochain dans Clair Obscur, le lien entre le gameplay et l'histoire, entre Gustave et le joueur. Qui sont ceux qui nous suivent? Analyse les bouquets de fleurs du concept. Ceux qui nous suivent, l'enjeu important du citoyen, du militaire, du politique. Et la conclusion. Pourquoi notre prochain doit être la préoccupation majeure de nos actions politiques et pourquoi il faut s'armer pour faire face au populisme. Après un événement nommé la fracture, une partie de la ville de lumière est en partie téléportée et le chaos s'installe. Après avoir reconstruit ce qu'ils pouvaient, certains habitants se lancent à la recherche de survivants et débutent les expéditions. Celui-ci comporte un numéro et chaque année celle-ci vient peindre un numéro. Chaque année, celui-ci descend de plus en plus. Les habitants comprennent alors ce sinistre compte à rebours. Chaque année, les personnes dont l'âge correspond au numéro du monolithe disparaissent. C'est le gommage. Tous sont condamnés à vivre de moins en moins et à mourir de plus en plus tôt. Les uns se lamentent sur leur sort, d'autres l'acceptent. Certains calculent combien de temps ils vivront, combien de temps leurs enfants vivront et combien de temps vivront-ils ensemble, et certains partent en expédition à la veille de leur gommage. Tous sont tiraillés entre profiter de leurs derniers instants avec leurs prochains ou tenter de partir à l'assaut de la Pinteresse. Mais à la veille du gommage 34, aucune expédition n'est revenue. Et c'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance de deux personnages, Gustave et Sophie. Liés par l'amour et déliés par ce funeste tiraillement. En effet, Gustave, inventeur de lumière, a passé son existence à chercher une solution là où Sophie a profité de son temps pour transmettre au maximum de ses connaissances et de ses émotions à son prochain. Sophie vit ses derniers instants et Gustave se prépare à partir lors de l'expédition 33. Lorsque le gommage arrive, Gustave se met en route à son tour, accompagné de ses camarades, pour le repère de la Pinteresse. Mais la catastrophe arrive, le bateau est accueilli par un ennemi redoutable, et Gustave voit un à un ses proches disparaître. Il saisit son arme, bien destinée à en finir, mais fait marche arrière lorsqu'il constate la survie de son amie Lune. Cette notion de ceux qui suivent est fondatrice du personnage de Gustave. C'est une phrase qu'il répète souvent, pour se motiver ou pour aller de l'avant.
Il couche sur papier toutes ses découvertes et ses avancées. Il a consacré son existence à la résolution de ce problème, là où d'autres ont choisi la fatalité. Il n'a abandonné que lorsque le doute de la perte de ses proches l'a envahi. Ses prises de décision n'ont pour boussole que l'intérêt de son prochain, et il est tiraillé lorsque la définition de celle-ci devient floue ou interprétable. Lors du regroupement avec l'une, s'ensuit un débat philosophique et moral. En effet, celle-ci explique à Gustave que Maëlle, une petite fille qu'il appréciait à lumière, était avec eux pour l'expédition et a probablement survécu. S'ensuit un tiraillement pour Gustave, ainsi qu'une dispute avec l'une. Doivent-ils suivre le protocole et partir à l'assaut du monolithe, ou partir à la recherche de Maëlle, sa fille, sa petite sœur de cœur? Ici, le personnage doit placer son curseur sur une définition de ses prochains. Tirailler entre ses prochains comme concept philosophique de la société, communautaire, ou son prochain comme concept charnel, culturel, individuel. Du côté du gameplay, le prochain prend plusieurs sens. Au cours de l'exploration, vous allez collecter des journaux des expéditions précédentes, qui donnent des clés de compréhension aux personnages et aux joueurs sur l'univers, avertissant de danger ou donnant des conseils. La réaction du joueur et de Gustave est quasi similaire. Les expéditions se servent de leur expérience pour faciliter le travail au prochain, que ce soit le travail du protagoniste ou du joueur, dans la compréhension de l'univers, des ennemis ou de la menace. Gustave, de son côté, couche sur papier ses découvertes, afin d'aider ceux qui le suivront. Les personnages, lors des combats, peuvent avoir des combinaisons intéressantes, rendant la planification du tour du prochain personnage d'une importance stratégique. On peut parler d'une simple régénération de une technique qu'il n'aurait pas pu mettre en œuvre avec ses points d'action restants, à un camarade d'infliger un coup plus fort, plus pertinent, ou plus décisif que celui du personnage dont c'est le tour. Mais on peut penser aussi à de vraies synergies. Maëlle est un personnage qui possède 3 positions de combat. Une position offensive, où elle devient un glace cannon, une position défensive, où elle devient plus résistante au détriment de dégâts, et sa position de virtuose, où elle obtient un buff de dégâts plus important que sa position offensive, sans les malus de celle-ci, offrant le meilleur rapport d'attaque-défense et lui permettant des attaques plus économiques au point d'action, plus puissantes, tout en étant plus résistante qu'en position offensive. Le fait est que, pour entrer dans cette posture, il vous faudra plusieurs tours où vous serez soit vulnérable, soit moins efficace. Une des solutions est d'utiliser un personnage plus rapide et d'enflammer l'ennemi, et d'utiliser Maëlle et sa capacité pour lui permettre de passer en position 1 en un tour et de le rester tout le combat. Ça vous permet aussi, si vous jouez bien, d'avoir accès à ses capacités les plus fortes tout le long du combat. Enfin, il est extrêmement intéressant de faire le parallèle entre le prochain du joueur et des protagonistes. Rappelez-vous, je vous avais dit que les expéditions cherchaient et œuvraient à aller le plus loin possible, tant en distance qu'en compréhension, pour que dans la fatalité de leur expédition ne se perde qu'une partie, pour donner un maximum de chance au prochain. Le cheminement est similaire pour le joueur. Lorsque vous mourrez, s'affiche le message « Expédition échouée », qu'il faut comprendre comme « essai échoué », vu que vous pouvez quasiment immédiatement retenter votre chance. Mais vous ne repartez pas de zéro. À chaque essai, vous revenez avec des connaissances supplémentaires et à force, finissez par triompher. Chaque essai du joueur est similaire à chaque essai de l'humanité dans 33. À chaque échec,
La tentative suivante part avec des chances améliorées, et chaque tentative amène plus loin sur la route de l'objectif final. Et si il avait fallu attendre la 33e expédition, comme il vous a fallu attendre le 33e essai pour vaincre le boss qui vous a bloqué. Et si il avait fallu 33 essais à l'humanité, comme il vous a fallu 33 essais pour amasser assez de connaissances pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ici, pour ceux qui suivent, a plus comme concept une capacité à apprendre de ses erreurs pour les problèmes, défis, combats suivants. Vous me demanderez alors, pourquoi, parmi les déclinaisons de ceux qui suivent, celui-ci est le seul qui a comme finalité une amélioration personnelle et une réflexion pour le soi futur. Là où les autres déclinaisons dont j'ai pris l'exemple pensaient tous à notre futur. Que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau de la stratégie du gameplay. Et si je vous disais que si la finalité de l'apprentissage de ces erreurs pouvait sembler individuelle, qu'intrinsèquement, nous utilisons nos apprentissages afin d'aider autrui, et ça, à tous les niveaux de la communauté. Nous allons ensemble disséquer et disloquer ceux qui nous suivent, et en extraire des concepts que nous avons attribués à des phénomènes abstraits et rentrer dans du plus concret. Ici, le jeu vidéo nous servait plus comme introduction, comme entrée, comme définition de ceux qui suivent, d'une manière individuelle. No se debe jugar con la suerte, que la suerte es como la mujer, que te quiere y se muere por ver. Ceux qui nous suivent pointent directement à des personnes postérieures au sujet. Contrairement à un étranger, une personne, l'autre, celui-ci se caractérise par un sentiment d'appartenance, un lien, un contrat charnel, moral ou social. Et une direction entre ceux qui précèdent et ceux qui suivent. Liés par ces contrats et à l'aide de leurs connaissances, expériences, compétences, nos anciens tracent un chemin empirique à notre génération. Ici, nous ne jugerons pas s'il est légitime ou non d'écouter ceux qui nous précèdent, mais bien l'envie intrinsèque pour ceux-ci d'indiquer la direction et les obstacles et de prévenir les problèmes de leur camin. Ceux qui précèdent posent des rails pour ceux qui suivent. Même si ceux qui suivent ne les emprunteront pas, certains le feront. Certains dérailleront. D'autres feront du tout-terrain et trouveront leur voie, écriront la leur. Tels les explorateurs de la Renaissance ou les éclaireurs du champ de bataille. Tels les visionnaires du monde. Ces rails se retrouvent à tous les niveaux, pour différentes raisons et sujets. Mais l'idée est la même, se servir de son expérience pour conseiller et éviter les futurs problèmes. Dans un cercle proche, les conseils de grands frères ou les conseils de parents semblent une expérience empirique commune à tous, autant dans leur réussite que dans leurs échecs. Je citerai 2 exemples d'expériences communes observables. La première seraient les innombrables conseils que reçoivent les futurs parents à la venue de leur premier enfant. Comment s'en occuper, les types d'éducation ou encore les démarches administratives. Les jeunes parents reçoivent une avalanche de conseils de leurs propres parents ou de leurs amis, parents depuis plus longtemps, et de personnes spécialisées à ce sujet, des organismes de l'État ou dans des services gratuits. Je reviendrai sur cette nécessité après le 2e exemple. Dans un cercle proche, les conseils de grands frères ou les conseils de parents semblent une expérience empirique commune à tous, autant dans leur réussite que dans leurs échecs. Je citerai 2 exemples d'expériences communes observables. La première serait les innombrables conseils que reçoivent les futurs parents à la venue de leur premier enfant. Comment s'en occuper, les types d'éducation ou encore les démarches administratives. Les jeunes parents reçoivent une avalanche de conseils, de leurs propres parents, de leurs amis, parents depuis plus longtemps, ainsi que de personnes spécialisées à ce sujet dans des organismes de l'État ou dans des services gratuits. Je reviendrai sur cette nécessité après le 2e exemple. La 2e expérience commune serait celle du premier chagrin d'amour.
Je ne parlerai ici que du chemin de guérison masculin, faute d'expérience personnelle de l'autre sexe. Lors du premier chagrin d'amour, nous avons été sur de la fatalité de cette relation, la fin qui anéantirait tout autre départ. C'est fini, je ne crois plus en l'amour. Plus jamais je ne me mets en couple. Toutes les mêmes. Réaction à une douleur intense parce que nouvelle. Non, 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 Sarah, je n'aime que toi. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. On est fait l'un pour l'autre, j'en suis sûre. Je t'ai donné mon âme, Sarah. Je t'ai tout donné, mon cœur et mon âme. Et à cette réaction sont venus, comme des pansements sur des blessures, des phrases de compréhension. C'est dur, mais je t'assure que tu t'en relèveras. Ne dis pas ça. Tu trouveras quand tu t'y attendras le moins. Et de motivation. Une de perdue, 10 de retrouvée. Soigner le mal par le mal. Change-toi les idées. Prends le temps de te soigner avant d'y retourner. Ces deux expériences et des centaines d'autres ont 2 points nécessaires pour que je les considère comme des actions pour ceux qui suivent. Aucun bénéfice à en retirer personnellement. Et la probable notification d'un pattern empirique personnel ou commun. Quel intérêt de donner un conseil à une mère pour les premières nuits difficiles d'un bébé? Vous n'y serez personnellement pas, et l'état de sommeil n'a pas d'impact sur vous, sauf dans une circonstance qui définira votre action, l'empathie. Savoir que votre amie, nouvellement maman, souffre de ces nuits, et votre réaction de parent qui a connu ces nuits difficiles. Si vous ressentez de l'empathie et que vous avez trouvé une solution, vous serez à même de prodiguer un bon conseil. Bon conseil que peut-être on vous a prodigué et qui servira pour ceux qui suivent. Quel intérêt pour un père d'aider son fils à surmonter sa première rupture? Le contrat social n'est pas un élément déterminant au vu de certains parents négligents avec leurs enfants. Ce contrat n'est ni nécessaire ni suffisant. Les histoires de beaux-parents plus présents que les parents naturels des enfants existent en quantité. Non. Dans cet exemple-là, le contrôle moral est important. Mais la pièce déterminante est l'empathie d'un parent pour son enfant. Le père, qui est passé par là et en a souffert, veut poser les rails et indiquer la direction à son enfant. Comme un phare dans la tempête, l'enfant mène son bateau lui-même. Mais il est aidé par le faisceau du phare pour naviguer à bon port, ou du moins, essayer. Et d'autres exemples plus ou moins importants existent. Si on en revient à Expédition 33, le joueur qui partage la découverte de son easter egg fonctionne. Le joueur reconnaît l'easter egg, et donc potentiellement le pattern que les joueurs moins aguerris pourraient manquer. Ou que la difficulté de celui-ci pourrait priver certains du bonheur de la découverte. Ce joueur, en avance sur ses pairs, reconnaît le mécanisme. Et à part pour des comptes de créateurs spécialisés, beaucoup d'utilisateurs partagent des vidéos spontanément, sans intérêt de vue, influence ou célébrité. Encore une fois, le but n'est pas de juger la justesse du conseil, ou de l'observation, mais bien ce qui nous pousse sans intérêt à aider ceux qui suivent. On a, dans chaque exemple, nos 2 composantes et un moteur. L'empathie. Mais si l'empathie fonctionne à un niveau personnel, est-ce qu'elle peut fonctionner au niveau au-dessus? Une génération, une société, une ville, un pays? Ou a-t-on un autre moteur? En passant d'une échelle, d'un personnage, d'un joueur, à celle d'une catégorie de personnes, nous allons réfléchir ensemble si l'empathie fonctionne à une échelle supérieure. Et si elle fonctionne, qu'est-ce qui peut bien pousser un groupe social à aider les autres? Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel sur vos ailes. Le savoir est une arme. Civis pacem, parabellum. Sont 2 maximes surexploitées. Civis pacem. Parabellum. À tel point qu'elles en deviendraient presque risibles, prononcées par des has-beens dans une scène cliché. Si le savoir est une arme, bah nique ta mère. Pourtant, si ces 2 phrases survivent à ce point, c'est que leur véracité est difficilement réfutable.
Les deux permettent à une population de se défendre contre les menaces. L'une concrètement, l'autre de manière plus abstraite. Et les deux sont en majeure partie armés par des personnes qui ne tirent aucun bénéfice personnel à préparer cette menace, et dont les patterns et leur absence sont connus par-delà l'histoire. Si les deux composantes des conseils à ceux qui suivent sont présentes, quel peut être le moteur de ces organismes? Très simple, le devoir. On pourrait parler des pompiers, des hôpitaux publics, mais en lien avec ces deux maximes et pour mes exemples, j'ai choisi deux entités, le système éducatif public et les forces armées. Dans cette démonstration-là, je prendrai l'exemple de la France, mais il est tout à fait possible de superposer cela sur d'autres pays, avec plus ou moins de succès. En utilisant les outils précédemment énoncés, voyons-y. Ces deux entités et leurs composantes, leurs membres, ont un quelconque intérêt à honorer leurs devoirs. Et si ces deux entités et leurs composantes, leurs membres, ont un quelconque pattern leur permettant de conseiller ceux qui suivent. Au vu de l'étendue du groupe social jugé, il serait tout à fait normal de trouver des personnes qui ne correspondraient pas à l'énoncé et à la personne type. J'essaierai de vous convaincre de la pertinence de l'individu moyen, mais il est libre à vous de remettre en cause, notamment l'absence d'intérêt personnel des personnes membres de ces deux organismes. Putain, mais moi, si je gagne au loto, comme je l'ai déjà dit, c'est sur tous les réseaux sociaux. Quand je gagne au vous croyez que je reste devant vous, bande de nazes? Le retour. Comment Napoléon est devenu Napoléon, hein? Eh ben je vais vous le dire, avec un documentaire de Stéphane Bern sur le sujet. Yo. Hey, B-Dog was trying to call you for 3 hours. What? L'éducation nationale est un service public. Pour prétendre y enseigner, il faut un bac+3 au minimum, et plus généralement un bac+5. L'éducation nationale est garante de la connaissance des citoyens français, ou du moins des connaissances que l'État considère comme nécessaires à la bonne santé de sa société. Celle-ci est régulièrement l'enjeu de débats houleux, car ces programmes affectent directement ceux qui suivent. On peut citer les cours d'histoire ou d'éducation sexuelle comme point de tension dans la société. Si on comprend tout à fait l'intérêt de l'État à avoir une population avec telle ou telle connaissance, que ce soit en France ou dans d'autres États avec différents régimes politiques, le devoir pour ceux qui suivent concerne plutôt les professeurs. L'éducation nationale n'étant que le vecteur le plus efficace pour y parvenir. En effet, à diplôme équivalent, les professeurs sont moins payés. La reconnaissance sociale n'est pas égale en fonction des populations ou des thèmes enseignés. Et l'organisme même au sein duquel ils enseignent n'est pas un allié. Les conditions de travail ne sont pas tout le temps agréables, et ils sont souvent incapables de les défendre, voire de les protéger dans l'application de leurs devoirs, dont ils sont pourtant les commanditaires. Je citerai notamment l'affaire Paty. Les vacances supplémentaires qu'ils ont par rapport aux autres professions sont souvent mises à profit pour leurs futurs cours. Bien évidemment, pas dans leur totalité. L'éducation nationale est en pénurie critique d'effectifs, preuve supplémentaire de la pénibilité du travail. Si le tableau que je dépeins est aussi terne, pourquoi certains choisissent ce travail? Très simple, le devoir. Si bien que je ne parlerai plus de travail mais de vocation, appel à s'engager qui implique une envie supérieure d'accomplir son travail. Auguste Comte écrivait « Vivre pour autrui n'est pas seulement un devoir, c'est aussi une joie ». Cette idée éclaire la posture de ces individus, souvent invisibles, qui œuvrent chaque jour, non pour eux-mêmes, mais pour ceux qui suivent. Cette vocation, ce devoir, sont le fruit de la prise de conscience de certains patterns et de l'importance de l'éducation. En effet, depuis toujours, et surtout à notre époque, l'accès à l'information et sa construction sont devenus des enjeux vitaux. Les personnes moins éduquées sont plus manipulables par des personnes plus éduquées. L'éducation serait le moyen le plus efficace de donner à tous des moyens d'autodéfense intellectuelle, comme les cours dans les CDI pour vérifier des sources, ou des cours de français et de philosophie pour comprendre les mots, leurs sous-entendus
leur sémantique et leur utilisation. Et son absence, le meilleur moyen de manipuler les masses. Ce n'est pas pour rien que les autodafés sont une des caractéristiques des régimes totalitaires. Ce n'est pas pour rien que les régimes autocratiques actuels contrôlent intensivement Internet. Parce que l'accès au savoir les menace. Une population éduquée est une population plus dure à contrôler, plus électron libre. Comme l'écrivait George Orwell, qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Cette maxime résume parfaitement l'enjeu de la mémoire collective et de l'information dans les mains du pouvoir. L'éducation devient alors non seulement une arme, mais un champ de bataille entre ceux qui éclairent l'avenir et ceux qui veulent l'enfermer. J'ai pris l'exemple des régimes autocratiques. Néanmoins, les débats sur les connaissances enseignées par l'éducation nationale doivent continuer à exister au sein de notre démocratie. Je peux vous dire qu'en tant que maman d'une petite fille de 9 ans, il y a un vrai sujet. Je me demande comment vous pouvez affirmer que la théorie du genre n'existe pas dans votre programme, alors que l'on y compte 17 fois la notion d'identité du genre, et alors que dans vos manuels de SVT de 4e et de seconde, vous invitez nos enfants à choisir leur sexe en leur expliquant qu'ils peuvent librement se sentir hommes, femmes ou bien les deux. Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation pour arriver à l'orgasme ou les initient à la pratique de l'anulingus. C'est surréaliste. Je me demande à quel enseignement pédagogique Les professeurs penseraient à ceux qui suivent, non pas au cas par cas, mais par génération, en adaptant le programme aux soucis rencontrés, ou potentiellement rencontrés, et en les préparant aux soucis possibles. On comprend alors l'explication de la mondialisation et l'apprentissage de l'anglais dans un monde multipolaire ultra connecté, la sensibilisation aux dangers d'Internet depuis son explosion, et d'autres exemples similaires. Si l'éducation nationale et le régime démocratique ont un intérêt là-dedans, le professeur, lui, n'y a que peu de gains pour les possibilités qu'il aurait ailleurs. Ici, le changement d'échelle ne se fait que pour la partie conseil, mais l'ascendant, qu'il soit père, professeur ou autre, reste un individu poussé à conseiller par un moteur, pour une cause personnelle ou plus grande que lui. Nourri par son expérience, de l'éducation notamment, il s'adapte pour aider ceux qui suivent. Pour les forces armées, les retours d'expérience sont vitaux à sa survie, les rétex. Mais de la même manière, je m'intéresserai plus à comment des individus donnent de leur personne pour un dessein plus grand qu'eux. Pour la plupart des soldats expérimentés, qu'ils soient haut gradés ou non, leur vie est destinée à la transmission en caserne de savoir. L'exercice même de la guerre et son darwinisme social impliquent une montée en compétences et en expérience, et en résulte en un retour d'expérience pour l'échelon supérieur et de conseils pour les subalternes. Toujours aussi désintéressé. Certes, la perte d'un camarade nuit à la santé mentale de l'individu, mais c'est une fatalité auquel le soldat tente de se préparer. Mais ces conseils ne sont pas là pour éviter d'avoir à pleurer un camarade, mais à aider son camarade à avoir toutes ses chances, et à garantir au maximum les pleines capacités de son élément à accomplir sa mission. On retrouve ici nos deux composantes, les patterns dont le soldat tire des leçons et la transmission de celles-ci sans attendre quoi que ce soit en retour, parce que c'est le boulot, parce que c'est le devoir. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, penser à ceux qui nous suivent est un acte profondément ancré dans l'humain. Cette similitude, cette émotion commune, ce rail partagé par des individus, donne lieu à des expériences communes, comme celles que nous avons citées, ou à des personnalités aux aspirations similaires, motivées par des moteurs pour des causes plus grandes qu'eux. Mais si quelqu'un prenait ce rail, celui de la cause plus grande qu'eux, et l'utilisait, quel serait le moyen, quels seraient les acteurs, mais surtout quel serait le danger? Pour cette dernière partie, nous verrons comment en agitant des causes communes, comment en faisant appel à ces leviers, ou à ces situations personnelles, certaines personnes parviennent à diriger les individus au chemin similaire et à les guider sur un rail, servant des intérêts divers et variés qui soient concordants ou négatifs pour les individus. Moi je suis enraciné
m'assassiner à ma manière. Je vous embrasse avec la langue de Molière. J'ai des origines et j'en suis fier. C'est les mêmes que le fer de la Tour Eiffel. Fluctuate nec mergitur. Le 13 novembre 2015, Paris est frappé par l'un des attentats les plus terribles de son histoire, touchant d'abord une salle de concert, puis les rues de la capitale. Un véritable traumatisme pour une population prise pour cible par une attaque coordonnée, révélant aussi un échec de l'État à garantir la sécurité des citoyens. Pourtant, à une époque où les images sont omniprésentes, leur diffusion fut ici étonnamment lente. Les premières vidéos de l'attentat ne furent accessibles au grand public qu'après plusieurs jours, dans des versions extrêmement floutées et filtrées. Le 7 octobre 2024, un traumatisme similaire frappe la société israélienne, suite à une attaque coordonnée par le groupe terroriste du Hamas. Mais cette fois-ci, la réponse gouvernementale diffère radicalement. Les images des otages circulent librement, parfois relayées par le gouvernement lui-même. Même horreur, traitement médiatique et politique radicalement différent. Pourquoi ? Sur un ton moins dramatique, l'épisode du Covid-19 révèle un autre mécanisme. D'abord, le gouvernement français affirme que les masques sont inutiles, avant de faire volte-face quelques semaines plus tard. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon... Le danger avait-il soudainement changé? Non. Une découverte scientifique majeure? Pas davantage. En réalité, le gouvernement, confronté à son incapacité à fournir des masques en quantité suffisante, a préféré nier leur utilité pour ne pas avouer son échec. Si vous portez un linge, que vous êtes face à une personne malade, qui vous postillonne dessus, que le linge est imprégné de virus, vous allez remettre le linge, vous allez vous en mettre sur les doigts, et après, vous allez toucher votre visage une fois par minute, comme n'importe quel Français. On s'est donc exprimé pendant 1h20 à la mi-journée après les cérémonies du 14 juillet, place de la Concorde. Le président a donc renoué, au moins pour cette fois, avec cet exercice un peu convenu avec ses prédécesseurs. Il a d'ailleurs annoncé un certain nombre de mesures économiques et sanitaires. La plus attendue, réclamée par certains d'ailleurs, c'est une obligation de porter le masque dans les lieux publics clos. Et il a même avancé une date, Sophie Jousselin. Oui, le 1er août, c'est la date officielle, mais évidemment, rien n'empêche de porter un masque dans les lieux publics clos dès aujourd'hui. C'est le cas d'ailleurs dans les lieux culturels, cinéma, théâtre, musée, où c'est déjà obligatoire. Là, ce sont les magasins, les centres commerciaux, les supermarchés qui sont visés. La mesure était réclamée depuis plusieurs jours par des médecins, dont Karine Lacombe, l'épidémiologiste, est satisfaite que la situation soit désormais plus limpide. Dans les supermarchés qui réunissent quand même des conditions idéales de température pour la multiplication du virus et puis bien sûr sa diffusion au vu du nombre de personnes qui fréquentent les supermarchés, le masque n'est pas obligatoire, ce qui était quand même assez incongru quand on voit que certains magasins prônent le port du masque, d'autres magasins ne suivent pas les mêmes directives, donc c'était très flou pour la population. Donc au moins là, les choses sont claires. Le président de la République a même recommandé de porter le masque en extérieur quand on ne peut pas respecter les distances. Et dès lors que les stocks ont été reconstitués, le discours s'est inversé. Comme le disait George Orwell, en des temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Cacher l'échec, traverser la réalité, pour garder l'adhésion de ceux qui suivent. C'est souvent là que réside la stratégie politique. À droite et à gauche, vous avez le Covid. Oui. Bon, et alors, vous avez dit que vous avez été soigné par Didier Raoult avec de l'hydroxychloroquine, mais du pastis. Vous êtes sérieux? Oui. C'est-à-dire que... Mais d'abord, vous êtes allé à Marseille ou vous avez échangé avec lui au téléphone? Échangé au téléphone. C'est le cœur de mon propos. J'ai évoqué l'importance de ce qui suit, que ce soit au sein de nos familles, de nos institutions ou de nos États. Le guide, lui, est souvent visible, son rôle défini. Un père, un professeur, un supérieur militaire. Mais ces figures ont des limites, encadrées par la durée, le devoir ou le sentiment. Il existe cependant un rôle où l'idée ne signifie pas toujours éclairé, le politique. Comme le disait Machiavel, le prince doit savoir être un grand hypocrite, car il doit constamment agir de manière opposée à ce qu'il dit. Et souvent, celui qui gouverne n'agit pas pour le bien commun, ou pour ses intérêts, ceux de son parti ou des groupes qui l'influencent. Comme l'affirme Auguste Comte, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Mais encore faut-il que ce savoir ne soit pas biaisé ou utilisé pour manipuler.
Prenons l'exemple de la réforme des retraites. Elle touche une population âgée qui vote massivement. Il est à peine 14h à Paris lorsque le cortège syndical s'élance, place de la Nation. Des manifestants rejoints par plusieurs centaines de gilets jaunes. Très vite, de premiers incidents éclatent, principalement sur le boulevard Daumesnil, dans le 12e arrondissement de Paris. Les manifestants, dont certains le visage masqué, brisent des vitrines se trouvant sur leur trajet, comme cette banque dont la vitrine est saccagée. Des petits groupes de casseurs se forment et se dispersent, obligeant les forces de l'ordre à répliquer par des tirs de gaz lacrymogènes. Des feux sont volontairement allumés, comme celui d'un panneau publicitaire. Aller contre ses intérêts, c'est risquer une défaite électorale. Et dans ce jeu de pouvoir, il ne s'agit pas toujours de ce qui est juste, mais de ce qui est payant. Grande question qui vient ensuite, c'est combien va coûter cette suspension de la réforme à l'État? Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce geste politique entraîne indéniablement des conséquences économiques. Que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, cette suspension qui devrait être votée dans le budget de la sécurité sociale concerne à la fois la montée en charge de l'âge légal et le nombre d'années de cotisation nécessaires pour partir à taux plein. L'âge de départ qui devait atteindre 64 ans en 2030 est gelé à son niveau actuel, 62 ans et 9 mois en attendant la présidentielle. Idem pour la durée de cotisation figée à 170 trimestres, soit 42 annuités. Près de 4 millions d'actifs proches de la retraite vont en profiter pour partir quelques mois plus tôt que prévu, mais cette suspension n'est pas sans conséquences financières pour l'État. Le gel de la réforme coûtera 400 millions d'euros dès l'année prochaine et près de 2 milliards d'euros en 2027 selon Sébastien Lecornu. Cette concession devra donc impérativement être compensée par d'autres recettes, a prévenu le Premier ministre qui a annoncé une conférence sociale sur les retraites et le travail pour enfin trancher. C'est pourquoi l'entité la plus influente pour ceux qui suivent, c'est bien souvent l'État. Lorsque De Gaulle dote la France de l'arme nucléaire, d'une indépendance stratégique, il construit un avenir à long terme. Les décisions politiques, d'une réforme universitaire à une stratégie climatique, façonnent directement la vie des citoyens. Mais faire converger tous les groupes sociaux vers une même vision reste illusoire. Le politique alors tente surtout de faire croire à chacun qu'il agit pour lui. Frédéric Omeyer le résume ainsi. L'information, c'est la liberté. La désinformation, c'est la manipulation. En 1933, Hitler devient le Führer, littéralement le guide du peuple allemand. Son pouvoir s'est construit en unifiant une majorité contre une minorité, jugée responsable de tous les maux. De façon plus récente, le macartisme aux États-Unis joue sur les mêmes ressorts. Peur, menace extérieure, besoin d'unité fabriquée. Ces mécanismes visent à simplifier la gouvernance en dirigeant l'attention collective contre un ennemi commun. Mon intention n'est pas de condamner l'État, ni de faire l'éloge de la révolution, mais d'inviter à comprendre les règles du jeu. Il faut savoir comment jouer les puissants pour pouvoir soi-même jouer avec toutes ces cartes. Les hommes politiques cherchent à fédérer autour d'un récit, parfois pour la nation, parfois pour le monde. Les influences, qu'on les trouve morales ou pas, sont inévitables. Quand vous entendez des gens comme Zemmour ou Laurent Deutsch vous parler d'histoire, ils ont l'air très sûrs d'eux, et ça peut même vous convaincre. Sauf qu'ils ont une vision de l'histoire de France qui correspond à une narration qui est complètement dépassée. Le roman national. Le roman national, donc, c'est une manière de raconter l'histoire comme un roman, avec des héros, des aventures, des ennemis, etc. Et si c'est une version facile d'aborder l'histoire, ça n'a rien à voir avec la réalité, bien plus complexe. Ça permet surtout de rassembler la population autour d'un passé commun, glorieux et victorieux. Et même si je dois nager à contre-courant, je préfère savoir nager que me noyer dans un océan de sophismes, de mensonges, de fake news, de biais cognitifs ou d'images générées par intelligence artificielle. Et la corde sensible que l'État va utiliser lors de ces manipulations, c'est vos proches. L'État français après 2015 promulgue un état juridique exceptionnel, l'état d'urgence, qui a des conséquences significatives sur les droits fondamentaux, liberté de circulation. Les restrictions de déplacement peuvent affecter le quotidien des citoyens, notamment dans les zones concernées par des assignations à la résidence ou à des interdictions de manifester ou de lieux de culte. Liberté d'expression. Les interdictions de rassemblement et les fermetures de lieux de culte peuvent limiter l'usage de la liberté d'expression, ainsi que celle de la liberté de culte et de réunion. Le recours à des mesures administratives sans contrôle judiciaire préalable peut être perçu comme une atteinte à l'équilibre des pouvoirs et à l'état de droit. C'est une mesure extrêmement liberticide, à tel point qu'elle fit passer aux yeux des ONG et des observateurs internationaux la France pour une démocratie défaillante, en dérive autoritaire menée par le président François Hollande. Pourtant,
Très peu de personnes, y compris moi à l'époque, n'ont soulevé les potentielles dérives d'un tel régime de loi. La force, ça doit aussi être lucide sur la menace. C'est pour ça qu'en effet, nous proposerons au Parlement de prolonger l'état d'urgence, parce qu'il y a notre engagement aujourd'hui en Irak et en Syrie, parce qu'il y a ce niveau de menace, parce que nous rentrons aussi dans une phase électorale et que la démocratie est très directement visée par les terroristes. Et ceux qui en parlaient ont trouvé très peu d'écho. Dans un cas similaire, la loi d'urgence sanitaire a elle suscité de vives contestations dans une frange importante de la population. Pas plus qu'à Carrefour, pas plus qu'à Primark, pas plus que dans le métro. Aucunement. Pour ce restaurateur, la réouverture de son commerce est vitale. Il appelle ses collègues à la désobéissance civile. Population encore très récemment hostile au gouvernement depuis ces mesures. Si ces situations sont similaires mais diffèrent sur le fond, laissez-moi en tirer une leçon. Quand le peuple était sûr que la menace était réelle et que le gouvernement mettait en place des mesures exceptionnelles, il a accordé le bénéfice du doute à une classe sociale qui d'habitude ne lui inspire que mensonges trompeurs. Mais lorsque le gouvernement, pris dans ses mensonges, et dans son incapacité à pointer la menace et à la crédibiliser, et sa capacité à justifier les lois d'urgence qu'il prenait, et que par-dessus ça vous rajoutez une population qui, en plus de ne plus laisser le bénéfice du doute, lutte activement contre le gouvernement et ses mesures, par de la désobéissance civile. Oui, car c'est aussi le risque que le couvre-feu ne soit pas accepté par les Français, comme ça se passe à l'étranger actuellement. Les Pays-Bas qui viennent de connaître 2 soirées d'émeutes dans les grandes villes du pays, avec des opposants au couvre-feu de 21h depuis samedi. 55 interpellations à Eindhoven. Pareil au Liban, à Tripoli, où on compte une trentaine de blessés après une manifestation anti-confinement. Alors forcément, en France, Pierrick Bonneau, dans la majorité, on veut éviter cette désobéissance et l'effet caisse de résonance. Les Français en ont ras-le-bol. Ils sont au bout du rouleau. Certains parlent même de suicide. Les témoignages que ramènent les députés de leur circonscription sont chaque semaine de plus en plus alarmants. Selon Bruno Bonnel, député En Marche du Rhône, avec un 3e confinement, le gouvernement prend le risque de la désobéissance. On a des petites soirées qui s'organisent où on ne tient pas tout à fait la limite. Et je pense que c'est cette contagion de désobéissance qui est plus à risquer. Socialement, c'est très difficile à accepter ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est une frustration énorme. Chez plusieurs de nos voisins, notamment les Pays-Bas, des manifestations violentes ont éclaté ces derniers jours. Jean-Michel Fauvergue, le monsieur sécurité de la majorité, n'exclut pas des débordements en France en cas de nouvelles restrictions. Bien sûr que c'est une crainte. J'en suis sûr, même le gouvernement prend ses précautions là-dessus. Des gens qui sont dans la résistance et qui veulent des mouvements de protestation. On est un peuple qui aime sa liberté, qui a combattu pour cette liberté. À l'Assemblée, personne n'a oublié l'épisode des Gilets jaunes. Et encore, à l'époque, lâche un député, la coupe était beaucoup moins pleine qu'aujourd'hui. Par des témoignages de refus de se faire vacciner, ou par des interventions politiques, vous avez ici un gouvernement qui a échoué à caractériser la menace, celle pesant sur le proche du citoyen, ou du moins pour une partie des citoyens. Et les projets politiques qui tirent ce ressort ne manquent pas. War on Terror, l'écologie. Quel monde allons-nous léguer à nos enfants? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Je peux ne pas être sensible à la souffrance de personnes sur notre continent. Il devient bien plus difficile de l'éviter et de ne pas être empathique lorsqu'elle est proche ou nous concerne. Comme lorsqu'on utilise l'argument « Imagine c'était ta mère » pour alerter sur les violences et agressions sexuelles. Oh, dites ça. Eh mademoiselle, t'es mignonne, poste ton Insta. Oh, tu réponds quand je te parle, fais pas ta pute. Alors, et si c'était ça, la vraie ligne de front aujourd'hui? Pas une guerre qu'on mène avec des fusils ou des manifestes, mais un combat plus discret, plus intime, presque invisible. Dans ce paysage mouvant où l'information circule à grande vitesse, chaque mot, chaque image devient un champ de bataille, un lieu où se joue la capacité de chacun à discerner, à questionner, à ne pas se laisser happer par le bruit ambiant.
Un enseignant qui refuse de se limiter au strict minimum dans les conditions difficiles, ou un militaire qui partage ses retours d'expérience pour éviter que d'autres répètent les mêmes erreurs, incarne cette démarche de transmission. De même, des conseils transmis au sein d'une famille peuvent orienter des choix de vie et prévenir des erreurs. En revanche, cette dynamique est fragilisée lorsqu'elle est détournée à des fins politiques ou idéologiques. Utiliser des thématiques telles que la natalité comme levier d'urgence nationale ou justifier des mesures exceptionnelles au nom de la sécurité peut restreindre la liberté de penser et limiter le champ des possibles. La transmission, dans ce cas, risque d'être instrumentalisée pour imposer une vision unique du futur. Penser aux générations futures est donc une responsabilité qui implique de préserver l'autonomie intellectuelle et la pluralité des perspectives. Il s'agit de transmettre, non pas des dogmes, mais des outils analytiques et critiques. En offrant ainsi des clés plutôt que des contraintes, on favorise le développement d'esprits libres capables de s'adapter aux incertitudes et aux complexités du monde. En somme, la transmission n'a de valeur que si elle permet aux suivants de penser par eux-mêmes, et non de reproduire mécaniquement des schémas préétablis ou de répéter les erreurs de l'histoire personnelle, nationale ou mondiale. Ce constat n'est ni un cri d'alarme, ni un appel à l'uniformité, mais une invitation posée à observer avec lucidité. Des outils comme ChatGPT, Wikipédia ou YouTube offrent un accès quasi limité à la connaissance, mais leur valeur dépend largement dans la manière dont on les utilise, de la rigueur avec laquelle on confronte les sources, de la vigilance avec laquelle on évite les biais et les pièges de la désinformation. À ceux qui sauront manier ces ressources avec discernement, cela donnera un avantage certain, non pour imposer une vérité, mais pour naviguer avec clarté dans un monde saturé d'informations. Le défi n'est pas simple, mais il est désormais incontournable. Soyez la personne qui éclaire le chemin, plutôt que celle qui se contente de suivre le faisceau lumineux. Parce que rien ne garantit que la lumière qui vous guide n'est pas un piège, un leurre semblable au poisson lanterne des abysses. Et rien n'assure que ce guide tiendra sa lampe allumée éternellement. Alors, quand viendra l'obscurité, j'espère que tu sauras avancer par toi-même. Tout d'abord, merci d'avoir regardé la vidéo. Je profite de cette petite outro pour développer des idées ou donner des angles d'approche vis-à-vis de ma vidéo. Lorsque je commence ma vidéo, celle-ci prend forme pendant des mois, et il est arrivé en milieu de projet de me rendre compte de certains manques, ou de trouver des axes de développement intéressants, mais trop tard dans l'avancée du projet. Donc on va profiter de ce petit moment-là pour pousser un peu plus, sans qu'il y ait trop de montage et que ça me prenne trop de temps. Une des premières choses que je trouve intéressante d'expliquer, c'est le choix des interventions politiques. J'ai choisi des vidéos de l'ensemble du spectre politique pour une raison simple, éviter un biais de confirmation. Vous avez donc vu des nombreuses interventions politiques, dont je ne valide pas forcément le discours, et je ne supporte pas la totalité des partis politiques, des extraits que je montre. Le seul objectif, en montrant ce panel d'opinions, c'est de montrer que j'acquiesce de l'existence des avis montrés en question dans le débat public. Un des axes de débat pour nous, ça serait voir si les extraits que je montre sont représentatifs ou non d'opinions partagées par une frange de la population. Ou au contraire, si c'est le fruit d'un individuel parmi tant d'autres. Pour des raisons de dynamisme, j'ai fait le choix de ne pas enchaîner les extraits en choisissant un extrait par-ci, un extrait par-là, d'une opinion, et de ne pas enchaîner 3 fois un extrait qui dirait exactement la même chose, mais prononcé par une personne différente. La deuxième explication que je peux faire, et qui peut être intéressant aussi pour confronter ma vidéo, c'est l'absence de remise en cause de l'éducation traditionnelle. En effet, volontairement, je me suis concentré sur une vision contemporaine et centrée sur la France de l'éducation. Mais un point de questionnement serait de savoir si on arrive à avoir une universalité en fonction des pays, que ce soit dans la forme de l'école, publique, privée ou religieuse, dans les méthodes, on voit qu'il y a les méthodes comme Montessori, l'école à la maison, les classes inversées, les projets, ou sur les grilles d'évaluation. Est-ce qu'un programme national a-t-il plus de valeur qu'un autre? Est-ce qu'il est plus intéressant pour éduquer qu'un autre? Et est-ce que c'est compatible avec un programme d'éducation universelle? Est-ce qu'à travers les pays, on retrouve les mêmes choses enseignées?
Ou à l'inverse, les programmes sont culturellement liés à l'espace dans lequel ils prennent place, et donc du coup, on trouverait très peu d'universalité dans la transmission de savoir par les organes étatiques que sont les écoles, les lycées, les collèges. Un deuxième angle aussi, ce serait de remettre en cause l'éducation comme quelque chose de fondamentalement désintéressé. Dans ma vidéo, je sépare l'État et la volonté du professeur dans la poursuite ou non d'un intérêt, en disant que le professeur, ce qui le caractérise, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gain à avoir, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? On peut se demander si le professeur n'est pas impliqué dans le processus d'éducation et du coup sujet aux mêmes intérêts que l'État. Hein, c'est peut-être un outil, mais c'est peut-être un acteur aussi de cette éducation. Que ce soit la reproduction sociale pour Bourdieu comme outil de normalisation et de maintien dans des classes sociales, ou alors Foucault avec l'école comme fabrique d'êtres dociles, réfléchir au potentiel conflit d'intérêts entre un professeur, sa responsabilité, son pouvoir, et l'apprentissage de connaissances de manière partiale, c'est une piste secondaire qui permettrait une réflexion intéressante. Dans ma vidéo, je le dis, je l'explique, je prends l'exemple de la France, mais chercher les limites de mon argumentaire permettrait de définir à quel point mon propos et l'éducation en tant que telle peut être universelle ou non. Sur le troisième point, ça peut être intéressant de se poser la question. Quand termine l'information et quand commence la manipulation ? Que ce soit un angle ou un point de vue différent, comme l'allégorie de la caverne, il reste difficile de juger si l'information elle est banale et si elle sort brute d'un cerveau, ou si la personne qui l'exprime possède l'entièreté des informations et choisit délibérément de les cacher. Comme la citation le dit, n'attribuez jamais à la malveillance ce que la stupidité suffit expliquer. De plus, à une ère où tout va très vite, je n'ai plus très peu de temps pour vous informer et beaucoup d'informations à transmettre. Sans parler de mauvaises intentions, faute d'autant, je vais forcément devoir faire un choix partiel et engagé des informations que je vous transmets. Pour se demander à quel moment l'information devient manipulation, ça devient du coup critique pour repérer les tentatives de manipulation dans la vidéo. Je prends volontairement des exemples qui amènent à favoriser un consensus. Néanmoins, avec ce qu'on vient de dire, on peut alors se dire que la limite entre l'information et la manipulation, elle reste encore floue et plus floue que prévu. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos différentes objections dans les commentaires. Merci.